Bonjour. Dans cette séquence vidéo, nous allons terminer la dernière partie du premier chapitre de la théorie des graphes, définition et terminologie. Nous allons nous concentrer ici sur les autres représentations d'un graphe, telles que les matrices, qui sont considérées comme un nouveau concept pour représenter certains graphes complexes, comme par exemple le problème d'affectation des tâches. La matrice d'adjacence ici, elle est reliée à un graphe simple orienté qui est représenté par AIJ où AIJ égale à 1 s'il existe un arc tel que son extrémité initiale égale à XI et son extrémité terminale égale à XJ, égale à 0 sinon. Bien sûr, dans le cas d'un graphe non orienté, chaque arête est remplacée par deux arcs de sens opposé. Prenons l'exemple de ce graphe-là. Pour le sommet A, par exemple, on peut remarquer qu'il y a trois arcs, l'un de A vers B, qui est représenté par 1 ici, l'autre de A vers C, et un autre de A vers D, qui est aussi représenté par 1. Pour B, par exemple, il n'y a aucun arc qui part de B. Donc, on met des zéros. Pour C, par exemple, il y a un arc qui part de C vers B et de C vers D. Pour D, il y a un seul arc qui part de D vers B. Concernant la matrice associée, c'est une matrice relative à un graphe simple orienté dont les éléments indiquent le nombre d'arcs orientés dans le même sens reliant deux sommets. Ici, on peut remarquer que pour passer de A vers B, nous avons deux arcs. Pour aller de A vers D, on peut trouver un seul arc. A vers D. Pour C, donc il n'y a aucun arc qui part de C. Donc on met des zéros. Pour D ici, il existe donc un chemin de D vers B et un chemin de D vers C. La matrice associée détermine alors tous les chemins de longueur 1, c'est-à-dire tous les chemins formés d'un seul arc. Remarquons que la somme des valeurs d'une ligne détermine le demi-degré extérieur du sommet X. Prenons le cas du sommet A. On trouve trois demi-degrés extérieurs qui sont bien sûr les deux arcs qui passent de A vers B et l'arc de A vers D. Donc la somme ici nous donne 3. Pour D, par exemple, on trouve deux demi-degrés extérieurs, l'un de D vers B et l'autre de D vers C. Par contre, la somme des valeurs d'une colonne détermine le demi-degré intérieur du sommet correspondant. Prenons le cas du sommet B, on peut trouver trois demi-degrés intérieurs qui sont ces arcs-là, de D vers B, de A vers B et de A vers B. Pour les demi-degrés intérieurs de C, par exemple, sont les arcs de B vers C et D vers C. Donc, c'est quoi les puissances successives d'une matrice associée? Donc, tout d'abord, on a parlé de la matrice associée d'ordre 1, qui nous donne bien sûr le cas de nombre d'arcs ou bien de chemins de longueur 1 qui part de A vers B. On peut remarquer ici que A12 égale à 2.
Donc ici, cela veut dire qu'il existe deux chemins de longueur 1 de A vers B. Pour B, par exemple, pour l'arc de B vers C, il y a un seul chemin de B vers C, et ainsi de suite. Donc, la puissance de la matrice associée d'ordre P est la matrice AP qui détermine tous les chemins de longueur P du graphe. Prenons l'exemple de la matrice associée d'ordre 2, c'est-à-dire on va chercher ici les chemins composés de deux arcs. On peut remarquer ici, pour passer de A vers B, il y a un seul chemin composé de deux arcs. Il y a trois chemins composés de deux arcs de A vers C. Voilà, ça c'est le premier chemin de A vers C, le second chemin de A vers C et le troisième chemin de A vers C. Donc les trois chemins ABC, une autre fois un autre chemin de A vers C, ABC, et le troisième chemin ADC. La matrice d'incidence orientée, donc elle est relative à un graphe orienté sans boucle comportant un sommet et un arc. La matrice d'incidence de dimension n fois m est définie par BIJ, tel que BIJ égale à 1 si XI est l'extrémité initiale de l'arc UJ, égale à moins 1 si XI est l'extrémité terminale de l'arc UJ, égale à 0 sinon. Prenons l'exemple suivant. Pour le sommet B par exemple, on peut trouver deux successeurs, ou bien deux arcs qui partent de B, qui sont U2 et U4. Donc, on va représenter dans la matrice U2 et U4 par 1. Par contre, concernant les demi-degrés intérieurs, qui sont représentés par U1, U5 et U3, c'est-à-dire ce sont les arcs qui sont orientés vers B, on va les noter par moins 1. Pour le cas pour D, on a l'arc qui est orienté vers D, on va le noter par moins 1. L'arc qui sort de D, on va le noter par 1. Bien sûr, il y a les autres arcs, U3, voilà, qui sort de D, et U4 qui entre. Donc U3, il est représenté par 1, alors que U4, il est représenté par moins 1. Le nombre des valeurs égale à 1 dans une ligne donne le demi-degré extérieur du sommet X correspondant. Chaque colonne contient exactement deux éléments non nuls. Donc on peut remarquer ici que chaque colonne contient nécessairement deux éléments non nuls, 1 et moins 1. Voilà, 1 et moins 1. Moins 1 et 1. Donc chaque colonne est composée nécessairement par deux éléments qui sont non nuls. La matrice d'incidence est totalement unimodulaire. Donc c'est quoi une matrice unimodulaire? C'est une matrice dont le déterminant est égal à 1 ou moins 1. Dans le cas d'une matrice d'incidence non orientée, c'est-à-dire ici, on doit supposer que nous avons un graphe non orienté sans boucle comportant un sommet et un arc. Cette matrice-là, elle est définie par BIJ égale à 1 si XI est une extrémité de l'arête UJ, égale à 2 si l'arête UJ est une boucle de XI, égale à 0 sinon. Donc 2 ici veut dire qu'il y a une arête qui part et revient au sommet XI. Voici l'exemple. Donc pour le sommet B par exemple, on peut remarquer que nous avons trois arcs qui sont
ici représentés par des 1. Pour A, donc il y a ici 1, voilà, et U4 qui est 1. On peut remarquer que chaque colonne ici a une somme égale à 2. Donc, puisque ici, nous avons chaque arête qui a 2 extrémités. Voilà, l'arête U1, par exemple, a 2 extrémités, A et B. Ici, le total égale à 2 pour l'arc U1. La même chose pour l'arc U4. La même chose pour l'arc U5. Un graphe peut être aussi représenté par le dictionnaire des suivants ou des précédents. Cette représentation consiste en une table à simple entrée où chaque ligne correspond à un sommet et la liste de ses successeurs ou de ses prédécesseurs. Prenons le cas du sommet B par exemple. On peut remarquer que les successeurs de B sont C et D, alors que les prédécesseurs de B sont A et D. Pour le sommet C, par exemple, le sommet C n'a pas de successeur, donc il n'y a pas des arcs qui partent de C, mais plutôt il y a des arcs qui sont orientés vers C. Ce sont les prédécesseurs. Donc les prédécesseurs de C, c'est B et D. Donc comme première propriété, on peut remarquer que si on suppose que nous avons n le nombre de sommets d'un graphe et m le nombre de ses arcs. Si G est connexe, donc le nombre d'arcs va être nécessairement supérieur ou égal au nombre de sommets moins 1. Si G est sans cycle, donc le nombre des arcs est inférieur ou égal au nombre de sommets moins 1. Donc dans ce graphe-là, on peut voir que nous avons 5 sommets et 5 arcs. Donc, si on ajoute par exemple un autre arc ici de D à C, on va remarquer que le nombre d'arcs va être supérieur au nombre de sommets. Vous pouvez voir aussi qu'on peut déterminer un cycle. Donc, le nombre d'arcs va être supérieur au nombre de sommets moins 1. Concernant la notion d'arbre, donc c'est quoi un arbre? Un arbre est un graphe non orienté, connexe et sans cycle. Donc c'est un graphe partiel du graphe G que nous avons déjà déterminé tout à l'heure. On peut remarquer là qu'on a éliminé l'arc de A vers B. On obtient ainsi un graphe qui est considéré comme un arbre. Donc un arbre, il est connexe, sans cycle, il est simple, sans boucle, ayant n-1 arc. Simple, c'est-à-dire où nous avons un seul arc entre les sommets. Sans boucle, il n'y a pas de boucle, c'est-à-dire il n'y a pas d'arête qui part de C et revient à C. Donc, les propriétés suivantes sont considérées équivalentes. On peut remarquer que si nous avons un graphe qui est connexe et sans cycle, donc G, il est aussi connexe et est minimal pour cette condition. Cela veut dire quoi? Si on supprime un arc de G, il ne sera plus connexe. Si G est connexe, il possède n-1 arc, à condition que nous sommes ici dans un graphe qui est connexe et sans cycle. Cette propriété elle est aussi équivalente au cas où G est sans cycle et est maximale pour cette propriété. C'est-à-dire si on ajoute un arc à G, il possédera un cycle. De même, si G est sans cycle, il possède n-1 arc. Entre chaque couple de sommets, il existe une et une seule chaîne les reliant. Prenons l'exemple de ce graphe-là. Donc ce graphe, c'est un graphe qui est connexe. Si on enlève quelques arcs, on va trouver un graphe qui est partiel et qui est un arbre. Donc ce graphe-là, il est connexe
il est sans cycle, il n'y a pas un cycle, et possède n-1 arcs qui est égal à 4. 1, 2, 3 et 4. Alors que nous avons 5 sommets. Donc, ce graphe, comme on vient de le dire, c'est un arbre. Si on enlève un arc, on va obtenir un graphe non connexe après avoir bien sûr enlevé l'arc AB. De même, on peut aussi remarquer que si on ajoute un arc de D vers E, on va obtenir un cycle. Donc le graphe devient un graphe qui possède un cycle après avoir ajouté un arc. La dernière propriété est aussi vérifiée. Pour tout couple de sommets, il existe une chaîne qui les relie. C'est quoi alors une forêt? Une forêt, c'est un graphe dont chaque composante connexe est un arbre. Concernant le graphe suivant, donc qui est le graphe partiel du graphe initial G, vous pouvez remarquer que si on enlève ou bien on relâche un arc, on va obtenir une forêt qui est engendrée par l'ensemble des arcs AD, BE et ED. La forêt est obtenue si on relâche la contrainte de connexité dans un arbre. Tout graphe partiel d'un arbre est une forêt. Un sommet x de G est considéré comme une racine s'il existe un chemin joignant AX à chaque sommet du graphe G. Dans cet exemple-là, le sommet A est considéré comme une racine puisqu'on peut trouver un chemin qui va joindre tous les sommets du graphe. Donc voilà le chemin AB, BC, CD, DE, EF. Le point d'arrivée F est considéré comme une antiracine de G. La notion d'arborescence maintenant, elle considère qu'un arbre et X est une racine. Donc ici, on peut dire que c'est une racine. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'arc qui est orienté vers A et qu'on trouve des chemins de A vers tous les sommets du graphe. Donc le graphe G est un arbre qui admet le sommet A comme racine, alors G est une arborescence. Une arborescence est un arbre, mais la réciproque est fausse. On peut remarquer ici que nous avons un arbre, puisque c'est un graphe qui est connexe et qui est relié à tous les points, mais on peut qu'on n'a pas de racine. Qu'est-ce que ça veut dire on n'a pas de racine? Par exemple, le point B n'est pas une racine. Pourquoi? Parce qu'il y a un arc qui permet d'arriver à B. Donc, ce graphe-là n'est pas une arborescence. Un graphe avec n sommets qui est supérieur ou égal à 2 est une anti-arborescence admettant une anti-racine x si et seulement si G est un arbre anti-racine de G. Dans ce graphe, que si on inverse les arcs, on obtient une anti-arborescence, c'est-à-dire, comme vous pouvez le remarquer ici, que le sens des arcs sont inversés et qui nous permet d'arriver au sommet A. Donc, on obtient une anti-arborescence. Les applications d'arborescence sont multiples, telles que le découpage d'un livre, des chapitres, paragraphes, etc., les arbres généalogiques, ainsi de suite. Voilà, cette séquence vidéo touche à sa fin.
Pour les prochaines vidéos, ou bien les prochains chapitres, nous allons voir comment chercher le plus court chemin. Nous allons voir le cas de flow dans un réseau de transport. Et bien sûr, nous allons terminer par les problèmes d'ordonnancement. Et merci.